Bonjour à tous. J'appelle les intervenants de la prochaine table ronde, donc le docteur Joubert, monsieur Milone, Paul-Émile Haï et bien sûr Karine Voltal, à venir me rejoindre. Hop, voilà. On va faire ça comme ça. Merci beaucoup. Je vous laisse au milieu. Voilà, parfait. Merci à tous et c'est un grand plaisir d'animer cette table ronde. Je m'appelle Luc Besançon, je suis le délégué général de NERES, qui est l'organisation professionnelle qui représente les laboratoires pharmaceutiques et commercialise des produits sans ordonnance, notamment des médicaments. Et donc c'est à ce titre-là que j'ai l'honneur d'être le trésorier aussi de la BUM, le trésorier adjoint de la BUM. Mais surtout, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir 4 personnes qui, je suis sûr, nous seront inspirantes et qui parleront justement du sujet du numérique qui relie les professionnels de santé. Et donc, pour ce faire, j'ai le plaisir de vous introduire nos 4 panélistes. Alors, je commence dans l'ordre de prise de parole. Donc, je commence avec Dr William Joubert, qui est médecin généraliste dans la Sarthe, qui a une longue implication syndicale, y compris au sein du SML. Et puis, surtout depuis 2020, si je ne me trompe pas, vous êtes le président de l'Union nationale des professionnels de santé, qui regroupe 23 organisations syndicales de 12 professionnels de santé. Merci d'être avec nous. Nous enchaînerons ensuite avec Jean-Baptiste Milone, qui est actuellement directeur de projet à la délégation du numérique en santé au ministère des Solidarités et de la Santé, notamment en charge de la e-prescription, et qui remplace au pied levé Marguerite Cazeneuve. Merci en tout cas de vous jeter dans la fosse avec nous. Nous continuerons ensuite avec Paul-Émile Haï, qui est médecin de formation et qui est directeur médical et qualité au sein du groupe Colisée, qui est un des principaux groupes en France sur tout ce qui est maison de retraite et services à domicile, pour nous présenter une expérience, je crois, du côté de Nîmes. Et enfin, last but not least, Karine Voltal, qui est pharmacien titulaire à Rouen et depuis 2017, présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens. À tous, un grand merci de votre participation. Je vous propose, on va structurer ces moments d'échange en quelques temps. Premièrement, chacun de nos intervenants auront 5 petites minutes pour présenter un petit peu un projet, une thématique. Puis, nous aurons un moment d'échange au sein des panélistes et les 10 dernières minutes de notre table ronde, ça sera l'occasion d'échanger avec vous, qui vous nous suivez en présentiel ou à travers la visioconférence qui est retransmise en direct. Je commence avec vous, docteur Joubert. Le thème qu'on avait choisi, c'était l'interopérabilité des professionnels entre les acteurs de santé. Et c'est vrai que c'est un sujet important. Si on veut sans doute être un numérique qui relie, une des briques essentielles, c'est l'interopérabilité. En quoi ça va changer notre relation et en particulier sur le bon usage du médicament ? Alors, l'interopérabilité, c'est un thème très important pour nous à l'UNPS. Sur le sujet de la coordination. Coordination, on est au cœur de ce qu'on recherche en ce moment avec la prévention. C'est des grands thèmes d'organisation, de modification ou d'augmentation, on va dire, de la réponse. Donc l'UNPS, je rappelle quand même, et merci d'avoir dit ce que c'était, ou d'avoir appelé ce que c'était. Donc nous sommes une institution qui a été créée par la loi en 2004, avec des missions d'organisation, de proposition de solutions d'organisation du système de santé. On est en représentation sur l'interprofessionnalité pour l'interpro au sujet des instances du numérique. Et puis, donc, nous avons une fonction majeure qui est celle de négocier l'accord cadre interprofessionnel, la CIP, entre la CNAM et l'UNOCAM. Et nous sommes en cours de négociation sur un sujet majeur qui est celui de rendre la coordination ouverte à toutes les équipes, à tous les professionnels de santé et donc à tous les patients de France sur un concept que nous avons travaillé depuis plusieurs années qui s'appelle l'ESCAP, l'équipe de soins coordonnés avec les patients.
Actuellement, quand on veut se coordonner, la possibilité est ouverte avec les outils, enfin avec le financement, mais aussi avec des outils uniquement lorsque vous êtes en maison de santé. Et encore, il faut que tous les membres de la maison de santé utilisent le logiciel, ce qui est loin d'être le cas. Et donc, bon, si on veut extrapoler, on va dire qu'il y a au maximum 4 millions de Français qui sont potentiellement en situation d'être coordonnés entre leurs différents professionnels de santé. Or, ces patients qui devraient le plus bénéficier d'une coordination entre toutes les professions sont ceux qui, malheureusement, vont avoir des défauts de réponse lorsque le médecin traitant part en retraite, par exemple, mais même aussi au niveau de la recherche d'un infirmier, d'un kiné, bref, d'une réponse, parce que ces patients sont les plus chronophages et sont les plus, on va dire, importants à gérer en termes de ressources. Donc notre proposition, c'est de trouver un concept qui permette l'organisation à tous les professionnels de santé, quelle que soit la forme d'organisation, en cabinet classique, en cabinet de groupe, en ESP, en MSP, mais cette solution doit aussi être compatible avec le lien entre la ville, l'hôpital et le médico-social, bref, tous les secteurs. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Donc on a fait un cahier des charges qui planifie l'organisation. Ça fait des années qu'on est dessus. On a fait 3 copies à l'assurance maladie. On est dans la dernière. On espère qu'enfin, on va avoir une réponse d'évolution dans la négociation, parce que ça nous tient énormément à cœur et c'est une grande demande des professions. Donc, on a fait un cahier des charges de l'organisation et puis aussi un cahier des charges des besoins du numérique qu'on a soumis aux industriels, qui étaient mis à leur disposition. En gros, ça consiste, lorsque toutes les briques nécessaires pour se coordonner entre nous, c'est-à-dire le répertoire des professionnels, les signaux d'alerte, la messagerie sécurisée, la possibilité d'échanger des images, des documents, RGPD compatibles, etc., etc. Donc toutes les briques permettant d'échanger sur une application qui inclura une grille d'inclusion qui permet justement, avec un lien avec l'assurance maladie, d'inclure, de matcher les items du patient et savoir si celui-ci pourra bénéficier de la coordination entre différents professionnels de santé. Donc c'est vraiment un grand enjeu pour nous, le fait d'avoir une interopérabilité au niveau des outils numériques. Alors bien sûr, on a pris avec un intérêt très, très positif les mesures du Ségur avec les dispositions du SONS 1, avec cette possibilité d'interopérabilité rendue possible avec des briques dans les logiciels médecins, biologistes, puis pharmaciens à venir. Voilà, je vous ai brossé en gros tout l'intérêt pour nous d'avoir une interopérabilité ouverte pour tous les patients. C'est un véritable enjeu au niveau de la réponse, aux soins, et de la disponibilité et de l'accès en France. Pour nous, c'est vraiment majeur. Merci beaucoup pour ce propos liminaire. Je me tourne maintenant vers vous, Jean-Baptiste Milone. Alors, on a quelques diapositives qui vont passer. Voilà. Je pense que c'est contrôlé depuis là-bas. Ah, pardon. Je vous laisse la parole. L'e-prescription, c'est un sujet dont on parle de façon régulière. Quid, où est-ce qu'on en est et en quoi ça pourra aider le bon usage des médicaments ? Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi d'avoir cette occasion de vous parler de la e-prescription, sur laquelle on travaille effectivement en étroite relation avec l'assurance maladie et notamment Marguerite Cazeneuve, que j'ai le plaisir de remplacer. Alors, je ne vais pas vous lire tous les slides qu'elle avait gentiment préparés de manière précise, mais j'aimerais qu'on retienne 2 choses effectivement sur ce qui va arriver là en 2022 et dans les prochains mois sur la e-prescription. La première chose importante, c'est la généralisation de ce qu'on appelle le téléservice de la e-prescription unifiée de l'assurance maladie, qui va permettre la dématérialisation de l'ordonnance, la sécurisation du circuit de l'ordonnance,
puisque on a un exemple un petit peu plus loin, mais l'ordonnance va être rendue unique par la position notamment d'un QR code dès la prescription par un médecin. Ce QR code va pouvoir être flashé en pharmacie pour récupérer les données structurées dans les logiciels de gestion d'officine. Donc là, on va tout de suite limiter le risque d'erreur, etc. Deuxièmement, la dispensation des médicaments réellement dispensés va être enregistrée également dans ce téléservice. Ce qui fait qu'au passage, l'ordonnance ne pourra pas être présentée et délivrée une deuxième fois dans une autre pharmacie. Donc sécurisation, fluidification du traitement du cycle de vie de l'ordonnance entre les professionnels. Et puis la deuxième grande chose, c'est que simultanément, toutes les ordonnances, toutes les prescriptions vont être envoyées systématiquement depuis les logiciels des médecins dans le dossier médical des patients. Donc, chaque usager va pouvoir retrouver dans son dossier médical, dans son espace santé, dont Xavier parlait tout à l'heure, l'intégralité de ces documents de santé, dont les ordonnances, qui va pouvoir utiliser lui-même pour les envoyer, par exemple, à un pharmacien par la messagerie sécurisée de santé, de sorte que la délivrance des médicaments va pouvoir être préparée en amont. Donc là aussi, limitation du risque d'erreur, et puis des cas d'usage qui sont à imaginer demain sur voilà, du temps qui va être gagné, qui va pouvoir être consacré au bon usage du médicament, à prodiguer des conseils en officine, à envoyer pourquoi pas des conseils aux patients avec la messagerie sécurisée de santé. Voilà. Et puis prescriptions qui seront également à disposition dans le dossier médical du patient d'autres professionnels de santé, par exemple en cas d'urgence à l'hôpital, etc., où tous les professionnels autorisés pourront aller consulter les prescriptions dans le dossier des patients. Je crois que vous avez un exemple un petit peu plus loin, justement. Oui, on peut passer, voilà, donc 2-3 slides qui ont été préparés pour voir à quoi ressemblera l'ordonnance papier et sa version numérique qui seront stockées dans les deux systèmes que j'ai évoqués, où on voit là, effectivement, notamment le QR code. Je vous passe tous les détails, un petit peu les mentions juridiques qui sont liées au consentement du patient pour que ces données de santé puissent être consultées par les professionnels. Mais on voit bien notamment, effectivement, l'arrivée de ce QR code qui va rendre l'ordonnance vraiment unique et permettre à terme potentiellement la disparition du papier. Merci beaucoup de ces explications. Je me tourne vers toi, Paul-Émile, pour essayer de parler justement d'une expérimentation où le groupe Colisée a été partie prenante, qui justement s'est appuyé sur le numérique qui relie des professionnels de santé. Donc un exemple concret entre différents acteurs, à la fois du monde institutionnel, hospitalier, ville, hôpital et peut-être même social. Merci. Je vais essayer de le mettre en pratique. C'est une expérimentation qui a été lancée en fait au sein du groupe SGMR Opaline qu'on a repris chez Colisée récemment. La DNS a visité ce site, on en parlait tout à l'heure. Une délégation a fait le tour de France d'ailleurs pour aller promouvoir le lancement de plusieurs projets. Et donc est venue visiter ce site. Je vais mettre en avant des partenaires qui du coup ont contribué à ce travail. Je vous laisse passer la diapo. Donc c'est en fait vraiment une association ville, hôpital, EHPAD. C'est en fait sur le concept de fameux EHPAD hors les murs. Alors c'est très théorique quand on entend parler d'EHPAD hors les murs parce qu'on ne sait pas à quoi ça réfère. En réalité, ce sont des professionnels experts du monde de la gériatrie et de la fragilité qui se coordonnent, qui sont hébergés symboliquement, comme on l'a en HAD ou autre, dans un EHPAD. Ça, c'est les professionnels. Par contre, les résidents, les personnes sont à domicile. Hein. Ils ne viennent dans l'EHPAD que ponctuellement, occasionnellement ou régulièrement s'il y a, comme on l'indiquait là, une activité physique adaptée qui a été proposée dans l'établissement. Donc là, cette file active, la cible, il n'y en a que 10 pour l'instant parce que le projet est en montée en charge. Mais la cible, c'est une vingtaine de personnes âgées, en sortie d'hospitalisation ou non, mais c'est principalement sur les sorties d'hospitalisation que s'est fait le projet, dans la ville de Nîmes, en lien avec un centre médical qui est situé à Nîmes, les Grégor, et également avec d'autres sources de contact, hein, c'est pas exclusif, sont adressés à une coordinatrice qui a pour le coup une expérience d'évaluation des risques notamment et de l'aménagement du domicile, qui rencontre la personne, qui rencontre les partenaires, qui va d'ailleurs régulièrement re-rencontrer la personne à son domicile et qui met en place en fonction des besoins, c'est complètement individualisé,
Alors, je vous l'ai mis là, de la téléassistance innovante, de l'activité physique innovante également, et des services pour le maintien à domicile. Alors, c'est un panel de solutions. Je peux citer par exemple, là où c'est innovant, c'est pas forcément des choses extrêmement techno, hein, simplement un détecteur, ça va vous marquer, un détecteur d'utilisation du frigo. Tout simplement, c'est en fait un bouton, comme on l'a sur les télés, sur les alarmes d'effraction de maison. Vous mettez un détecteur de mouvement de la porte, il est relié à une petite centrale dans le domicile, et ça permet de lancer, si on l'a souhaité et paramétré, une alerte, et du coup, vers qui on choisit, hein, ça peut être le médecin traitant, ça peut être la famille, ça peut être l'infirmier à domicile, etc., que la personne n'a pas ouvert son frigo depuis 24 heures. Par exemple, on peut mettre un détecteur d'utilisation de consommation d'eau avec un verre connecté. On peut le faire. Alors, il y a des choses qui sont en germe, hein, tout n'est pas encore mis en place dans cette plateforme, mais tout est envisageable à partir du moment où on a juste l'idée, l'outil et le besoin. Ensuite, il y a de l'activité physique qui est proposée là pour le coup dans l'EHPAD, en lien avec des kinésithérapeutes libéraux qui y travaillent. Il y a, par exemple, dans les outils, une plateforme, ça c'est le partenaire télégraphique qui la propose, comme la plateforme dont j'ai parlé, hein, de téléassistance notamment, qui propose un outil qui permet de faire des exercices d'équilibre et de travail de la motricité sur plateau mobile, ou bien un système de vélo avec déplacement virtuel pour inciter les personnes à faire du mouvement sous la supervision d'un kinésithérapeute. Et enfin, le service de maintien à domicile, pour exemple, c'est pas exhaustif, du portage de repas à domicile, et bien entendu tous les services humains que peut proposer un service à la personne ou une société apparentée. Donc, pourquoi je voulais parler de ça ? Parce qu'il y a surtout, et c'est le lien avec notre sujet du jour, et ça a été mis en place bien avant, hein, en fait, les projets dont on vient de parler. Il y a une application qui a été associée à ce projet, qui s'appelle Kermi, proposée par Télégraphique, vous pouvez la regarder sur un Android Store, Apple Store, etc. Vous pouvez la télécharger, il faut avoir le code d'une personne à qui on veut se connecter. Elle est ouverte à qui le veut, et un des premiers enseignements, c'est très terre à terre, c'est qu'il faut que ce soit facile d'accès, téléchargeable, gratuit, parce que les professionnels en question, ils n'ont pas de temps à perdre, hein. Le problème, c'est qu'on est quand même obligé de leur faire installer cette solution pour se coordonner. Et vous avez une petite capture d'écran sur la slide. Non, elle y est. On peut revenir. Voilà. Là, c'est un exemple que j'ai fait retirer par Télégraphique, où on va voir pour une personne qui est donc suivie à domicile un événement de chute qui va être détecté par des outils connectés, une absence au domicile pendant telle ou telle période, et les éléments tracés par les professionnels. Donc ça va être l'infirmier qui va donner les informations de son dernier passage, et notamment la prise de médicaments, ou la non-prise de médicaments, ou passer l'information sur une constipation opiniâtre, ou bien, on peut tout imaginer, bien entendu. Alors, c'est les prémices de la fameuse plateforme de messagerie. Et je le dis, il n'y a pas du tout, cet opérateur que j'ai mentionné à travers Télégraphique n'a pas du tout volonté d'exclusive. Il l'a simplement mis en place à défaut d'existant de quelque chose. Et je pense, c'est un point que je souhaitais souligner, je conclurai là-dessus. Cet opérateur et cette solution et ce dispositif ont vocation à simplement faire des tests, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Des retours d'expérience sont intéressants, et à ouvrir les champs. Et je pense qu'on en reparlera tout de suite, à rendre facile l'accès et à rendre fonctionnel, parce que là on coordonne de l'hôpital, de la ville, de l'EHPAD. Et la ville, c'est beaucoup d'acteurs qui n'ont pas de temps à perdre sur des outils. Et parmi les acteurs de la ville, il y a forcément le pharmacien. Et donc je me tourne vers vous, Karine Wolftal. On a parlé aussi beaucoup d'échanges entre les professionnels de santé, entre différents types de professionnels de santé. Mais il y a aussi des échanges au sein d'une même profession, le cas des pharmaciens. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu un petit peu vous inviter pour justement échanger autour du dossier pharmaceutique, en particulier à l'aune de l'espace, mon espace numérique en santé. Je vous donne 5 minutes pour essayer d'avoir un propos liminaire sur ces sujets. Merci. Merci Luc, merci pour l'invitation. Alors peut-être commencer par dire que figurez-vous que le dossier pharmaceutique n'est pas partagé que entre pharmaciens, puisque maintenant, justement, à l'hôpital notamment, les médecins ont accès, notamment dans les services d'urgence et de réanimation, qui a un grand intérêt du dossier pharmaceutique. Alors, avant de se projeter peut-être dans les événements ou les développements à venir du dossier pharmaceutique, qui sont encore nombreux,
la slide est un peu complexe, mais c'est pour rappeler tout ce que comporte le dossier pharmaceutique, rappeler quand même qu'il existe depuis 2008. Donc on est très contents et très fiers, les pharmaciens, d'avoir développé cet outil qui fonctionne parfaitement depuis 14 ans maintenant, qui a permis de sauver des vies, puisqu'il permet en effet de partager l'historique des dispensations de médicaments instantanément. J'insiste sur le instantanément, puisque une fois qu'un patient rentre dans une officine et se voit dispenser des médicaments et dans la demi-heure qui suit, pour une raison X ou Y, se trouve aux urgences, eh bien l'urgentiste voit les médicaments qui ont été dispensés dans la demi-heure précédente. Ce qui n'est pas le cas de l'historique du dossier des remboursements de la CNAM et du DMP, mais d'où l'intérêt, et c'est d'ailleurs dans la petite barre en bas, l'intérêt de raccorder le DP au DMP, entre autres, mais aussi parce que le dossier pharmaceutique comporte les données de médicaments ou de dispensations non remboursées. Donc il y a tout ce qui peut être complément alimentaire ou médication familiale. Donc cet outil, comme vous le voyez, on a la base de données donc hébergée par DocaPost. On a le petit patient qui est représenté, qui peut aller d'une officine à l'autre, surtout en métropole comme en outre-mer, y compris dans le fin fond de la Guyane. Et ou dans un hôpital où les professionnels de santé peuvent consulter ce dossier pharmaceutique grâce à la carte vitale, bien sûr, et le patient ayant donné, bien sûr, son consentement pour que son dossier pharmaceutique soit ouvert. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que cet écosystème a permis de développer des nouveaux outils qui sécurisent en fait tout le circuit du médicament, puisque grâce à cette mise en relation notamment des pharmaciens, eh bien, on reçoit par exemple des informations de rappel de lot de médicaments après accord entre ce qui est en haut à gauche de la petite figure, entre l'ANSM et le laboratoire se mettent d'accord sur un modalité de rappel de lot, et l'information est instantanément diffusée aux 20 000 officines et aux PUI en France. Également, on voit en haut à droite cette fois, enfin je ne sais pas si pour vous c'est la droite, enfin voilà, le lien aussi avec le ministère de la Santé quand il y a des alertes sanitaires, où là aussi en fait on utilise ce canal pour diffuser des alertes sanitaires, et là encore les 20 000 officines sont informées dans l'heure d'une alerte sanitaire qui a été évidemment largement utilisée ces 2 dernières années. Voilà, vous dire que c'est 4 millions de DP là dans le petit bandeau en haut, 4 millions de DP aujourd'hui ouverts. Évidemment, toutes les officines raccordées. Je rappelle que c'est dans la loi. Les pharmaciens doivent alimenter le dossier pharmaceutique. Le développement dans les PUI est en cours de développement. Voilà, on est en ce moment sur le stand, un stand sur le parc Expo, Santexpo, donc je vous invite à aller voir, mais où on voit en direct, puisqu'on les connexions. Et hier, à l'inauguration, je ne sais plus quelle heure il était, 10h30, il y avait en effet déjà plus de 2 millions d'échanges de données et plus d'1 million de connexions au dossier pharmaceutique. Bien sûr, les 20 000 officines connectées dès leur ouverture. Voilà. Et donc, dans les développements, et là, c'est là, dans la petite barre d'en dessous, ce qui est à venir pour le futur, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Bien sûr, les nouveaux régimes d'autorisation d'ouverture de DP qui vont se coller au DMP, c'est-à-dire une autorisation... j'ai le terme, le fameux opt-out, c'est-à-dire qu'en fait, tous les dossiers pharmaceutiques sont ouverts, sauf si le patient le refuse, après 6 semaines, un délai de 6 semaines d'avoir été informé de cette ouverture. Bien sûr, la participation au Ségur Officine. Merci à Xavier et à l'équipe du ministère et à Dominique Pont. Vous avez fait un travail extraordinaire qui nous fait faire un bond de géant en quelques temps. C'est vrai que la crise a peut-être aussi un peu accéléré, entre guillemets, ce besoin de relations et de connexion.
Je ne désespère pas d'avoir le lien DP-DMP. Là aussi, ça fait juste 10 ans que c'est dans la loi, mais on va bien arriver à connecter le DP au DMP. Et bien sûr, et c'était ça peut-être l'objet des discussions qu'on va avoir, l'intégration du dossier pharmaceutique dans le catalogue de mon espace santé, avec l'appli dossier pharma, puisque les patients, demain, auront directement sur leur smartphone l'accès à leur dossier pharmaceutique, y compris les droits de modifier leur dossier, enfin les droits d'accès à leur dossier pharmaceutique, avec tout un tas de possibilités de rappel de posologie, etc., comme c'est figuré un petit peu dans le diagramme. Voilà en 5 minutes. Peut-être rappeler aussi que c'est autofinancé par les pharmaciens, ce dont ils ne sont pas peu fiers non plus. Exactement. Donc c'est un bon exemple aussi à travers ces quatre problématiques que l'on a pu voir, essayer de balayer un petit peu les différentes actions et les innovations qui ont été mises en place, qui peuvent aider justement au bon usage. Alors ma première question pour chacun d'entre vous, en tout cas ceux qui souhaiteraient y répondre, c'est finalement au regard de votre expérience, quels ont été les éléments clés de succès de ces différentes initiatives ou les points essentiels qui devront être intégrés dans toute nouvelle initiative, que ce soit en termes d'interopérabilité, en termes de e-prescription, en termes de dossiers pharmaceutiques ou en termes de coordination ville, hôpital, EHPAD. Je ne sais pas qui c'est qui veut se lancer. Moi, j'adore la maison. Je trouve que c'est la base de tout. Je ne sais pas qui, j'imagine c'est peut-être Dominique qui est derrière, mais cette idée qui est tellement évidente quand on la comprend, mais quand on voit comment on a, pardon d'être familière, mais pédalé dans la semoule les 10 ans précédents entre les différentes histoires de dire mais comment tout ça va s'organiser. Enfin voilà, c'était un... on comprenait rien. Enfin, franchement, comment les choses allaient s'intégrer. Cette maison, elle est d'une clarté. Elle permet j'allais dire, à nous, professionnels de santé, qui sommes loin d'être des experts du numérique, de comprendre l'architecture et de visualiser où est-ce que chacun de nos outils va pouvoir se placer et comment il va pouvoir interagir avec les autres. Donc cette clarté, je pense que ça a été un vrai déclic pour tout le monde et du coup d'aller plus loin dans ce que chacun pouvait imaginer dans son coin. Donc clarté à la fois dans l'explication et dans la valeur pour les professionnels de santé entre eux. Paul-Émile, est-ce que tu avais des commentaires? Et en plus, je donnerai la parole au docteur Joubert. Je vais enfoncer des portes ouvertes. Je voulais parler de cette expérience de terrain et ce qui a fait que ça fonctionnait. Je vais être très terre à terre et très transparent avec vous. La coordinatrice du projet, pour différentes raisons, a changé en fait. Elle a quitté le poste pour des raisons personnelles parce qu'elle veut évoluer. Et en fait, on a été obligé de reprendre le sujet. C'est un établissement qu'on venait de réintégrer dans le groupe. Je ne connaissais pas le projet il y a 6 mois. Je l'ai découvert quand j'ai visité avec la délégation numérique. Le directeur régional ne connaissait pas non plus, en fait, et le directeur d'établissement a changé en même temps. Et comment on fait dans ce cas-là? Et c'est une des clés de ces projets-là et de cette interopérabilité, c'est qu'il faut être plusieurs. C'est grâce aux partenaires télégraphiques qu'on a réussi à recomposer tout l'édifice, en fait. On a continué, il fonctionnait le projet, mais pour arriver à faire des choses pérennes, il faut que les personnes soient réunies autour de la table, et plus on est nombreux, plus ça tient la route. Parce que quand il n'y a qu'un seul acteur, ça ne fonctionne pas. Et un deuxième enjeu, mais ça j'en ai parlé à M. Milon tout à l'heure, je pense qu'un peu de coercition chez les éditeurs, coercition c'est peut-être pas le bon terme, mais d'incitation très forte, pour pas dire d'incontournable. Vous avez utilisé, M. Vitry, tout à l'heure l'exemple du courant 220. En France, c'est du 220, c'est pas du 170 ou c'est pas du 110, ça n'existe pas 170 actuellement. Actuellement, vous êtes là. Il faut contraindre, je pense, un peu, et on est tous prêts à accepter certaines formes de contraintes. Et je vois avec regret, et je le dis en tant que médecin, je suis à l'aise avec ça, nos professions sont très 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 en retard sur ces sujets. Je suis fasciné de voir comment on DocuSign des documents depuis des lustres, comment on va chez le notaire faire du iNote, comment on fait... Tout est dématérialisé, pas en santé, trop peu, bien trop peu. Et pourtant, c'est un enjeu pour toute personne. On ne va pas chez le notaire tous les jours, on va se faire soigner tous les jours. Donc il est temps qu'on y aille et la contrainte contribuera.
Merci. Alors, on ne sait pas s'il y a un lien entre ne pas se faire soigner et aller chez le notaire, mais ça, c'est un autre sujet. Docteur Joubert, les succès clés pour vous de l'interopérabilité du numérique en santé qui relie les professionnels de santé, si vous en aviez un ou deux, ça serait lesquels? L'usage. Je prends un exemple récent de pratique. Donc, c'est une patiente qui est neurodégénérative légère, cardiovasculaire et thyroïdienne, et qui pose un problème au pharmacien qui m'a appelé donc 2 fois parce qu'il y avait un usage immodéré de laxatif qu'elle allait chercher à la pharmacie. Donc alors il y avait les infirmières qui passent au domicile parce que neurodégénérative c'est distribution de médicaments. Et donc on a avancé le dosage de la TSH, on s'est rendu compte qu'il y avait une mauvaise prise des médicaments. Bon. Donc ça, clairement, c'est pas organisé. Le pharmacien a hésité à m'appeler. Il a fallu rappeler l'infirmière, il a fallu refaire des prescriptions, etc. On n'était pas organisé. Clairement, ce genre de situation, c'est compliqué. Enfin, ça nous fait perdre du temps, ça décourage un petit peu à prendre en charge ce type de patient. Voilà. Et donc, si on a des solutions qui nous facilitent, et donc c'est pour ça que je reviens sur l'usage, parce que si on a effectivement à disposition des applications qui nous permettent de faire quelque chose d'utile, il ne suffit pas simplement de financer, je pense, pour que ça marche. Il faut qu'il y ait un usage, il faut aussi que ça soit financé. Parce que clairement, si le DMP n'a pas marché, c'est qu'il n'était pas financé par l'assurance maladie. Il ne faut pas se tromper. D'une part, on n'avait pas d'usage, d'autre part, il n'était pas financé. Voilà. C'était compliqué de l'utiliser. Voilà, si on veut bien développer, je pense que c'est quand même ces thèmes qui sont vraiment à ne pas oublier. Et de votre côté, Monsieur Milone? Je vais répondre en même temps à des choses qui ont été dites. Moi, j'ai envie de dire le numérique qui relie les professionnels, mais le numérique qui relie les professionnels, les patients, les industriels, etc. Effectivement, le projet de la maison qui sort de la créativité de Dominique en termes de représentativité du schéma, etc., qui est génial. Hein. Et puis surtout, à côté de ça, là, on parlait de nécessité d'investir, etc. Il y a quand même le programme du Ségur avec 2 milliards d'euros investis dans les logiciels. Et puis, il y a une démarche justement participative qui a eu lieu aussi, qui a, je crois, changé beaucoup de choses avec le Conseil du numérique dans la santé. Et puis, derrière tout le travail qui est fait, encore au quotidien aujourd'hui, depuis maintenant presque 2 ans dans les groupes de travail du Ségur du numérique qui relient les professionnels, les représentants de patients, des éditeurs, etc. Et on voit bien que là, les choses changent quand effectivement c'est tout l'écosystème qui se mobilise. Merci beaucoup. Autre question. Alors, on a quelquefois une difficulté entre d'avoir une exhaustivité des données et une pertinence de ces données par rapport à la pratique de chacun des professionnels de santé. Est-ce que vous avez des réflexions sur ce sujet? Parce que finalement, la structuration de la donnée peut la rendre plus accessible ou plus facilement intégrable au logiciel métier des professionnels de santé. Mais comment on arrive à concilier une exhaustivité et quelque chose qui est pertinent pour chaque professionnel de santé? Là, Luc, vous nous emmenez sur le terrain de l'intelligence artificielle. Moi, je pense qu'en effet, c'est un secteur qui commence à voir l'intelligence artificielle arriver dans justement l'analyse des données, le traitement des données, etc. Donc, personnellement, j'ai commencé à inciter mes équipes à effectivement réfléchir comment mettre de l'intelligence artificielle dans le dossier pharmaceutique. Mais je pense que c'est clairement ça qui va nous aider. Je ne sais pas où en sont d'ailleurs les éditeurs de logiciels dans cette démarche-là, mais je ne vois pas comment on va pouvoir faire autrement. Ça paraît évident. Alors, c'est à la fois rassurant, parce qu'en effet, on va avoir une aide et on va pouvoir être plus efficace, probablement plus rapide. Mais surtout, moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est que ça nous permette d'être plus au contact des patients et de gagner du temps
de présence avec les patients, du temps d'écoute, du temps d'accompagnement qui nous manque aujourd'hui. Donc c'est pour ça, quand on dit l'intelligence artificielle, oulala, danger, oui et non. Et non, surtout si on utilise à bon escient, bien évidemment, et que ça ne doit pas être au détriment de la relation avec le patient, et au contraire, la renforcer. Paul-Émile, est-ce que tu avais une réaction? Justement, je pense qu'il y a beaucoup de données, par exemple, dans l'expérimentation, dans la région de Nîmes. Comment on fait pour, finalement, est-ce que c'est aussi le rôle de la coordinatrice qui vient soutenir la pertinence du numérique, par exemple? Alors, je serais à la fois, je vous rejoins, mais je suis encore beaucoup plus terre à terre. Avant de répondre à ta question pour Nîmes, et je parlais de la contrainte tout à l'heure pour une raison précise, nos établissements ont vécu, pour ceux que nous avons repris, une intégration dans un nouvel environnement avec un logiciel de soins. On parle de logiciel de soins d'EHPAD. Et en SSR, on a le même sujet. Et ce sont deux éditeurs différents. Et nous basculons les données d'un éditeur vers un autre. Il est fascinant de voir combien, y compris chez le même éditeur, je dis bien y compris chez le même éditeur, entendez bien ça parce que ça bouscule les idées quand même. On leur demande de reprendre d'un serveur vers un autre serveur, ils ne sont pas organisés pour reprendre exhaustivement d'un serveur vers un autre serveur des datas de santé. C'est fascinant. Je ne veux pas dire autre chose que fascinant. Parce que et du coup, nous, on fait la SAV de ça, au passage, en expliquant aux établissements, oui, on vous intègre dans un groupe et vous allez perdre des données, mais c'est le même logiciel. On le sait. Ils n'ont même pas structuré complètement de eux-mêmes vers eux-mêmes leurs data pour les reprendre dans le même environnement. Je reparle de contraintes. J'ai découvert des acronymes de cadres de reprise de données de logiciels de soins vers un autre. Il y a un dialogue minimum. Alors vraiment, quand on est parfois en service minimum, qui est proche du DLU de la Haute Autorité de Santé, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est bien pour faire des urgences, pour faire du secours vital tout de suite. Quand on suit quelqu'un depuis 3 ans et qu'on ne peut pas récupérer le projet personnalisé ou l'historique des antécédents de chute ou du traitement médicamenteux parce qu'il n'est pas structuré de la même façon. Donc ma réponse très courte, c'est obligé à structurer. Avant même de parler d'IA, de toute façon, il faut structurer. Il faut faire des données urbanisées. Ça, c'est obligatoire. Et la deuxième chose, l'IA, j'ai entendu que vous parliez peut-être de crainte. Il faut lever les craintes. Dans le projet télégraphique Prév Autonomie dont je vous ai parlé, il y a une IA qui est là juste pour agglomérer des datas de façon au service des professionnels. Elle ne fait rien d'autre que donner des alertes qu'on paramètre d'ailleurs derrière. L'IA, en fait, on s'en sert sans le savoir depuis bien longtemps. J'ai vu que M. Joubert, vous aviez tiqué quand Paul-Émile a parlé de difficultés d'intégration et de l'interopérabilité. Ça reprend aussi le thème que vous aviez soulevé en amont, c'est-à-dire la difficulté justement d'une interopérabilité, y compris presque entre même éditeurs de logiciels. Merci. C'est un autre grand thème qu'on a porté, mais qui est celui de la portabilité des logiciels. On sait que la transmission des données de santé, effectivement, c'est plus que complexe. Pourtant, c'est une demande des professions. On a évidemment besoin de pouvoir changer, d'évoluer. On parlait de l'interopérabilité là actuellement. Si on veut faire de la coordination et on utilise le logiciel qui permet de l'interpro, de la coordination à l'intérieur d'une maison de santé, mais il faut abandonner son précédent logiciel. Et donc là, ça pose souvent des problèmes. Effectivement, on est aussi conscient que ça doit poser beaucoup de problèmes au niveau de la structuration pour les éditeurs de logiciels, mais pourtant, voilà, c'est une réelle demande et un besoin. Moi, j'ai une petite question. On a parlé de ce qui a été éventuellement dispensé sur ordonnance. Il y a aussi l'aspect de ce qui n'a pas été prescrit, et puis aussi l'aspect de ce qui a été acheté ou emmené au domicile du patient, mais qui n'est pas forcément consommé. Comment on arrive à faire cette cohérence, puisque finalement, si on regarde les données en termes de volume, on a à peu près 10 à 15% des médicaments qui sont achetés sans prescription. Alors, comment on arrive à compléter ce qui est e-prescription et ce qui est e-prescrit dans le dossier du patient par ces autres sources de médicaments qui, eux, ne sont pas dans le dossier médical partagé ou équivalent?
Il y a plusieurs sujets. Enfin, il y en a pas mal qui ont été évoqués ici. On y va progressivement aussi. Tout à l'heure, j'ai dit effectivement, on va retrouver toutes les données de prescription et pas que. La plupart des données de santé, progressivement, tous les documents liés à la santé du patient dans son dossier médical. Effectivement, aujourd'hui, à court terme, il va encore manquer des choses, notamment tout ce qui est dans le dossier pharmaceutique qui a été évoqué par Karine Wolftal à l'instant. Donc, il y a des études qui sont en cours, évidemment, pour compléter ces données, puisque d'ailleurs, c'est une recommandation assez forte. Enfin, il y a un texte réglementaire, il y a une recommandation de la CNIL pour ça, etc., pour que, dans la même logique que ce qu'on a fait jusqu'ici, le patient puisse aussi se réapproprier ces données-là via son dossier médical, via une app référencée correspondant au dossier pharmaceutique. Donc voilà, on avance effectivement. Toute la partie dispensation, ce qui est réellement dispensé, on va l'avoir dans les systèmes d'information. Le patient va l'avoir. Il reste ce que vous citez, qui est encore un peu le dernier kilomètre là, qui est plus la dispensation. C'est ce que prend réellement le patient de ce qui a été dispensé. Voilà, là il y a encore beaucoup de choses à faire. On compte évidemment sur l'innovation et sur demain des nouvelles applications qui vont être référencées pour faire du suivi médicamenteux, le suivi. Voilà, bon, on peut imaginer, il y a déjà beaucoup de startups qui travaillent sur ces sujets-là et comme je le disais tout à l'heure, l'innovation, elle vient globalement de l'écosystème. La puissance publique fera pas tout et à partir du moment où les systèmes deviennent interopérables, voilà, c'est aussi une porte ouverte à l'innovation dans ces domaines. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires sur la table ronde? Sinon, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions dans la salle, alors une question courte, de préférence, et si elle est adressée à une personne en particulier, je vous invite à le préciser. Je vois au premier rang, ici. Merci beaucoup, c'est passionnant. Oui, Françoise Monchecourt, donc je suis à la BUM et justement je pense que beaucoup de gens ne sont pas informés, notamment à l'hôpital, et on s'en chargera parce que c'est vraiment essentiel. Justement, ma question concerne ce sujet, cette continuité, discontinuité hôpital-ville, et concerne la messagerie sécurisée, car très souvent, justement, la transmission de recommandations par rapport au suivi du patient, que ce soit pour des nouveaux médicaments, protocoles ou autres, c'est vraiment crucial. Et comme vous savez, beaucoup de monde n'a pas de messagerie sécurisée, même à l'hôpital. Alors, est-ce que ce sujet, justement, sera opérationnel et pourra solutionner cette discontinuité entre les praticiens ? Effectivement, là, on sait qu'il y a encore des taux d'adoption de messagerie sécurisée qui sont en croissance régulière, et ça va être de toute façon favorisé très fortement par les différentes vagues là, du Ségur du numérique, dont la première vague en fait arrive à terme. Alors je crois qu'il y a des petits problèmes de micro, mais la première vague arrive à terme là sur le 4e trimestre de l'année, et donc progressivement non seulement les messageries vont se généraliser, elles vont être intégrées directement dans les logiciels des professionnels de santé, que ce soit en ville ou dans les dossiers patients, etc. à l'hôpital. Donc voilà, de facto, on sait aussi qu'une des clés du développement de l'usage, c'est que les professionnels de santé aient une interface logicielle unique avec tous les services, l'accès notamment au dossier médical des patients et aussi l'accès automatisé à la messagerie sécurité de santé. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur la... Un commentaire très court, François, tu as une très bonne question. Regardons ce qui s'est passé pendant 2 ans avec la crise Covid. Un exemple pratique que j'ai rencontré, j'ai dû saisir des... Je glisse ça dans votre oreille, M. Vitry aussi. J'ai dû, comme tous les professionnels qui l'ont fait, saisir à la fois des tests antigéniques et des vaccinations. J'ai regretté que, n'ayant pas pu saisir pendant quelques mois, parce que j'en ai pas fait des tests antigéniques sur un intervalle, au bout de 3 mois, mon compte avait été désactivé. J'ai passé l'expérience assez douloureuse de devoir obtenir la réouverture de mon compte. C'était compliqué. Je n'ai pas rencontré ça du tout sur Vaccin Covid, parce que c'était beaucoup plus fluide. Et je pense c'était quand même une V2 en termes d'interfaçage, notamment la récupération des données depuis le numéro de Sécu, qu'on avait conseillé. J'avais rencontré une équipe qui avait été mandatée par le ministère des Finances
pour rencontrer des acteurs d'EHPAD. Et on avait fait cette remarque qu'il fallait absolument récupérer de la data. La saisie, quand on n'est pas en laboratoire d'analyse biologique et tout est automatisé grâce au suivi de dossier, la saisie pour un professionnel de santé lambda d'un test antigénique en cabinet ou en EHPAD ou ailleurs est une galère sans nom. Et c'est pour ça qu'il y a un taux d'adoption déplorable probablement sur cette saisie-là, alors que pour vaccin Covid, il y a du mieux, beaucoup mieux, franchement, il faut le reconnaître. Il y a encore des petites choses compliquées parce qu'on peut perdre du temps à faire certaines saisies. Un autre exemple, j'utilise un logiciel dans nos établissements où il faut composer un code PIN pour accéder. C'est un logiciel d'animation. Ce n'est pas un logiciel de données de santé à proprement parler, mais on y loge quelques informations de santé puisqu'on y met des résidents hébergés dans l'unité Alzheimer, par exemple. Donc on est obligé, pour respecter le RGPD, d'avoir un code PIN. Mon taux d'adoption s'est effondré depuis qu'on a mis le code PIN. C'est 4 chiffres, mais le taux d'utilisation par les salariés de l'établissement est beaucoup moins bon à partir du moment où il y a le moindre obstacle. Il faut l'avoir en tête sur la messagerie sécurisée. À partir du moment où on est passé sur la ICPS, on sait qu'on a monté. Alors j'ouvre des portes ouvertes probablement, mais rappelons-nous-le parce que c'est le quotidien, ça. Alors, Clarisse Bonnetal et ensuite Dr Joubert. Ouais, je pense que la grosse difficulté de ce sujet-là, c'est la sécurisation et les risques de fraude et d'accès et d'usurpation d'identité. C'est vrai que ça rend l'usage compliqué, mais quand on voit le nombre de fraudes qu'il y a eu sur les ICPS, sur les systèmes, etc., c'est colossal. Hein. C'est des millions d'euros qui sont partis dans la nature. Il y a des affaires en cours dont je ne parlerai pas ici. Mais et c'est pareil. Donc il faut trouver le juste équilibre entre sécurisation, risque de fraude et d'usurpation d'identité. Et je pense que c'est là la difficulté. Et c'est pareil sur la e-prescription. Tout à l'heure, vous parliez en effet de l'intérêt de la e-prescription. Mais en termes de fraude, ça va être un apport mais colossal. Aujourd'hui, on discute de système B en attendant la e-prescription, système D plutôt que B d'ailleurs, pour pallier à ces fraudes. Et d'ailleurs, je regrette pour ma part encore un tout petit peu parce que vous avez annoncé 2024, mais c'est que pour le libéral. Or, en milieu hospitalier, je crois, hein, sauf si vous me corrigez, mais les fraudes de prescription sur notamment des traitements plus qu'onéreux, les anticancéreux, etc., c'est à l'hôpital, c'est des prescriptions hospitalières. Donc vivement la e-prescription en effet et notamment en hôpital pour contrer ces fraudes où ça devient juste hallucinant, quoi. Fraude égale aussi éventuellement mésusage puisque c'est hors du circuit. C'est juste pour ramener sur le thème du mésusage. Tout à fait, c'est mésusage, bien évidemment, c'est mésusage, mais en l'occurrence fraude avec l'aspect économique qui va derrière. Tout à fait. Monsieur Joubert, ensuite je vous redonne la parole, Monsieur Milot. Messagerie sécurisée entre la ville et l'hôpital. Alors merci d'avoir rendu possible le fait que ces messageries puissent communiquer et qu'on puisse effectivement échanger ces documents, sachant que en plus il y a eu un petit passif ou un petit passé avec des messageries qui vraiment communiquaient pas ou pouvaient pas communiquer. Là maintenant, on est en situation effectivement de pouvoir échanger tous ces documents. Il y a 2 risques à mon avis qu'il faudra savoir gérer. Le premier, c'est d'être noyé sous les documents. Mais dans les messageries sécurisées, en l'occurrence, ce ne sera pas le cas, puisque de toute façon, ces messageries, on les reçoit en papier, d'habitude, donc on n'en recevra pas plus, on n'en aura pas plus à traiter a priori. Il faudra aussi éviter de ne pas oublier les autres professions de santé. Ce n'est pas médecin, c'est médecin-équipe. Et je reviens sur le thème des escapes qu'on a décrit tout à l'heure. Des applications doivent être capables de gérer ça. Donc ça, c'est un piège véritablement à éviter. Et puis, on revient quand même sur l'usage. Il est fondamental de rendre ça simple. La simplicité, c'est fondamental. Si c'est compliqué, s'il faut changer de code PIN, d'authentification sans arrêt, on ne le fera pas. Voilà. Oui, donc 2-3, je voulais juste
Je vais essayer d'apporter des précisions par rapport aux 2 dernières interventions. En termes de planning, sur la généralisation de la prescription avec les QR codes, etc., en ville, c'est prévu, non pas en 2024, mais c'est en parallèle de la première vague du Ségur. Donc les logiciels de gestion de cabinet vont être compatibles au plus tard en octobre 2022, et le logiciel de gestion d'officine au plus tard en mars 2023. Donc ça arrive quand même assez vite. Pardon ? En volet 1, et puis derrière, effectivement, l'incitation par les forfaits structures, etc., va arriver en suivant, mais les logiciels vont être compatibles là sur les 2 dates que je viens de donner. Cette sécurisation par le QR code, effectivement, elle sera étendue aux prescriptions hospitalières, notamment exécutables en ville, dans la foulée, mais dès les mêmes échéances que j'ai données, elles seront quand même déversées dans le dossier médical des patients, ce qui ne correspond pas au niveau de sécurité du QR code, mais permet quand même aux pharmaciens qui pourront accéder au dossier médical d'aller vérifier effectivement la provenance d'une ordonnance qui peut venir d'une ordonnance de sortie d'hôpital, etc. Et puis, sur les messageries, alors je ne sais plus ce que j'avais envie de vous répondre, du coup je me suis perdu dans ma réponse précédente, mais oui, il y a des gros enjeux, on le sait, on va collecter, enfin on va alimenter les dossiers médicaux, des logiciels, etc., avec quantité de données. Il y a déjà des chantiers qui sont en cours là, dans les différents groupes de travail pour essayer de travailler avec chaque catégorie de professionnels, parce que les besoins ne sont pas les mêmes en pharmacie, les médecins, les infirmiers, les équipes de coordination de soins, etc., de dire ok, comment on va rendre cette information-là intelligible et ergonomique. Et puis deuxièmement, on est tout à fait conscient de cette problématique aussi de rendre tout ça ergonomique pour tous les professionnels de santé, de pouvoir demain se connecter à un espace de confiance dans lequel ils auront accès à un panel de services numériques dans lesquels ils seront pré-authentifiés, notamment pour ne pas le citer avec le service ProSanté Connect qui est en train de se développer et qu'on va retrouver un petit peu comme la base de demain, ce qu'on appelle le bouquet de services aux professionnels qui va s'articuler, comme vous voyez dans la maison tout à l'heure, autour de mon espace santé, qui sera dès le départ cet espace de confiance où tous les professionnels de santé, en tout cas ceux qui sont déjà dans le RPPS et ceux qui sont en train d'y rentrer, vont pouvoir accéder en s'authentifiant une seule fois, même depuis leur smartphone, leur ordinateur, etc., à tout cet univers de services avec du contexte patient, etc. Donc tout ça est effectivement dans les tuyaux et va arriver voilà, entre aujourd'hui, les mois qui viennent et évidemment les années qui viennent, puisque via l'intelligence artificielle, etc., dont on parlait tout à l'heure, on voit bien qu'il y a des perspectives, notamment en termes de rendre cette donnée intelligible et d'ergonomie qui sont faramineuses, mais qui ne cesseront d'évoluer, quoi. Je crois qu'on a une dernière question en ligne. Alors, en fait, ce sont des questions issues du chat, c'est pour ça que donc en fait, c'est 2 questions d'usage autour de Bon Espace Santé. La première, c'est Jean-Luc Tomasini de magazine EM Santé. Quels sont les moyens mis en œuvre pour permettre aux patients devenus le pivot de Mon Espace Santé pour acquérir le niveau de compétences nécessaires pour qu'ils puissent agir et prendre des décisions de gestion éclairées? Alors, comme c'est interaction avec les patients, je propose qu'on la mette pour la deuxième table ronde qui est justement sur ces sujets. En sachant qu'elle est complétée d'une autre qui est comment connaître le traitement en cours de nos parents âgés et alerter le médecin en cas de. Alors, pour moi, ça fait aussi partie des éléments liés à l'utilisation. Donc, on les reprendra sur la deuxième table ronde, d'accord. Moi, je voulais déjà vous oui, petite précision. Comme je ne suis pas sûre de pouvoir rester sur l'entièreté de la deuxième table ronde et notamment jusqu'aux questions, je me permets juste de dire que, notamment avec l'appli Dossier Pharma, ça sera possible pour les proches de suivre justement, à condition que la personne âgée donne accès bien sûr à sa famille, de suivre les prises médicamenteuses notamment. Donc à distance, les aidants pourront suivre la prise des traitements et accéder bien sûr à tout ce qui aura été dispensé à une personne qui figurera dans le dossier pharmaceutique. Donc là encore, c'est des choses qui sont en cours. Par contre, encore une fois, je pense que c'est vrai que la question du patient, moi, vous me permettez un petit sondage dans la salle? Qui a ouvert Mon Espace Santé dans la salle? Bravo. Et qui a trouvé ça simple et facile?
Génial. Bon, alors je dois être déconnectée parce que à mon officine, j'ai que des. Alors c'est peut-être parce que je sais pas, c'est des personnes âgées ou quoi. Mais comment ? Oui, c'est peut-être pas très représentatif en effet, mais voilà, je pense que là aussi, je pense que les officinaux et tous les professionnels de santé en contact direct avec les patients, je dis officine parce que c'est ceux que je connais le mieux, et qu'on est accessible, voilà, en poussant une porte, donc c'est facile. Mais je pense qu'on a un rôle énorme à jouer dans l'éducation, l'accompagnement. On l'a vu pendant la crise, surtout les CIVAC et CIDEP et les certificats et les QR codes et les machins. Mais là, ça va être essentiel. Merci. Alors peut-être en mot de conclusion, si j'avais peut-être à récupérer quelques éléments, et j'espère que ça aidera Eric dans son résumé, il y a un élément de confiance, en tout cas que j'ai vraiment entendu, un élément d'usage du numérique pour le bon usage du médicament, qui est un élément essentiel à regarder, des outils qui doivent être interopérables et qui doivent être interopérables pour assurer une coordination entre des professions de santé différentes, mais aussi au sein d'une même profession. Et puis sans doute des éléments encore d'appropriation des nouveaux outils qui sont en cours de développement, et notamment tout ce qui a été organisé à travers la délégation numérique en santé et puis la CNAM à travers la e-prescription et autres. Et puis sans doute aussi un élément essentiel, c'est la compréhensivité, la clarté. La clarté, voilà, c'est peut-être plus simple. La clarté sur ce sujet. Et en fait, ce bégaiement me dit que c'est sans doute un bon moment pour avoir une petite pause café. Et donc, je vous invite à revenir à 10h45, puisque nous recommencerons sans aucun délai à 10h50 avec la deuxième table ronde qui s'annonce passionnante. Merci beaucoup.